La CGT Vinci, on est assez connu pour les prises de position qu'on a eues en 2016 par rapport plus fort, par rapport à Notre-Dame-des-Landes et puis aussi par rapport à d'autres projets dont vous avez moins entendu parler mais dans lesquels on s'est pas mal impliqué. Ce qui avait marqué à l'époque, c'est que des salariés, à travers leur syndicat, refusent de travailler sur des projets que leur direction leur demande d'exécuter. Donc cette démarche, elle s'est faite en 2016 assez facilement. On a été surpris sur Notre-Dame-des-Landes où finalement on a pris des contacts avec des gens sur Notre-Dame-des-Landes, on a fait venir des gens de Notre-Dame-des-Landes à Montreuil, au siège de la CGT, on a eu pas mal d'échanges. Le contact humain a été un facteur extrêmement important et donc on a été amené à prendre des positions de ce genre qui ensuite nous ont engagés dans une réflexion plus globale sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Alors la responsabilité sociale de l'entreprise, il y a celle qu'affichent les dirigeants de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la RSE. Et puis il y a la responsabilité sociale des salariés, et on s'est aperçu que les deux ne coïncidaient pas évidemment. Et on a donc accentué notre réflexion pour essayer de démystifier la RSE, parce qu'on est bien placé dans Vinci pour voir comment Vinci peut afficher de belles choses qui servent à cacher des pratiques beaucoup moins publiques. Et puis on s'est interrogé sur nous, notre responsabilité c'est quoi ? Donc on estime que refuser de travailler à Notre-Dame-des-Landes, refuser de travailler à Strasbourg, refuser de démanteler la jungle de Calais, refuser un tas de choses comme ça, c'était aussi un exercice de notre responsabilité à nous de salariés. Je ne vous cache pas qu'on est assez isolé sur une position pareille par rapport aux autres syndicats dans le groupe Vinci, c'est clair, et même au sein de la CGT, les choses ne sont pas toujours faciles. Néanmoins, les choses bougent. Donc ma démarche, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est le point de vue qu'on a développé sur ces questions-là. Une partie des positions que je vais prendre sont des positions aussi, des positions personnelles, donc vous prenez comme ça vient et vous en faites le bon usage. Sur la période historique où on est, je trouve que la conscience écologique, en quelque sorte, a fait énormément de progrès en peu de temps. Il n'y a pas si longtemps, on avait des climato-sceptiques à tous les coins de rue qui disaient « mais non, il n'y a pas de dérèglement climatique, mais non, il n'y a pas de réchauffement climatique ». Après, on est passé à des gens qui disaient « oui, ça, il y en a un, mais ce n'est pas de la faute de l'homme, c'est un cycle naturel ». Après, on est passé à dire « oui, c'est de la faute de l'homme, mais on a des solutions ». Et on a des solutions qui vont être la géo-ingénierie, on a des solutions qui vont être des solutions technologiques, etc. Et on en est là aujourd'hui, on en est à débattre des solutions. Il faut voir que c'est quand même une évolution très forte. Maintenant, nous, ce qu'on pense de notre point de vue, c'est qu'il faut aller très vite à l'étape suivante, c'est sur la nature des solutions à mettre en œuvre. On a bien sûr souligné ici la justice sociale sous l'angle individuel, c'est-à-dire on a distingué les responsabilités et les conséquences du dérèglement climatique sur les pauvres et les riches. Le principe pollueur-payeur n'est pas correctement appliqué par rapport au niveau de revenus de la population. Et la taxe carbone, pour moi, est une taxe absolument injuste. Et on en reparlera à l'occasion s'il y a un débat. Par contre, ce qu'on ne parle pas, c'est des entreprises, la responsabilité des entreprises. À mes yeux, c'est l'étape suivante. Il faut maintenant qu'on réalise que les premiers responsables de la situation critique de notre planète, parce que à certains points de vue, on est vraiment dans une situation très critique. La responsabilité, c'est un certain nombre de grandes entreprises, avant même que ce soit les riches. Les riches consomment plus, d'accord, polluent plus, d'accord, mais qui c'est qui se loupe pour forer du pétrole dans le golfe du Mexique?
C'est une entreprise, c'est British Petroleum. Qui c'est qui fait des efforts pour développer le trafic aérien de manière à faire rentrer un maximum d'argent dans les aéroports qu'il gère? C'est Vinci. Et je pourrais multiplier un tas d'exemples. Et pour moi, le problème principal pour le moment, c'est que ces facteurs-là ne sont pas traités. Alors, la justice sociale, si on approfondit, elle nécessite que l'on s'en prenne à ses intérêts. Et c'est là qu'il est permis de douter qu'on puisse continuer avec le système actuel sans rien changer. Sans rien changer. Par exemple, c'est pas parce qu'on va augmenter le prix de l'essence et qu'on va remplacer les voitures à essence par des voitures électriques qu'on aura changé quelque chose de très fondamental. La question clé, c'est de savoir s'il est possible ou pas d'avoir un capitalisme vert, un capitalisme vertueux au niveau de la protection de la planète. Personnellement, je pense que non, au regard de la multinationale dans laquelle je travaille et de son comportement. Pour ce qui est des projets alternatifs pour sortir de la crise climatique, je pense que les projets existent. Simplement, ce qu'il va falloir, c'est vaincre les intérêts qui s'opposent à la mise en œuvre de ce projet. À titre de projet, je pense par exemple aux différents scénarios de Negawatt qui sont régulièrement remis à jour et qui pour moi sont une réponse à la fois rapide et réalisable aux défis climatiques. Sur un plan syndical, là où on a on a un intérêt direct dans les questions, c'est évidemment la protection de l'emploi, la protection des emplois, la protection des moyens de vivre de la population laborieuse. Si du jour au lendemain on supprime l'industrie automobile, ou si on supprime l'industrie chimique, ou si on ferme les raffineries, qu'est-ce qu'on va faire de tous les travailleurs qui sont là? Alors syndicalement, il y a beaucoup de réticences qui se comprennent à la lumière de ça par rapport à toutes les questions écologiques. Il y a la peur d'être ceux qui vont payer la transition. Et qui vont la payer pas parce qu'on est riche ou pauvre à la base, mais parce qu'on est à la merci de ces grandes entreprises. L'expérience quand même qu'on a depuis au moins la fin des années 70, c'est l'expérience d'un démantèlement de nos infrastructures industrielles, l'expérience des délocalisations, et on sait très bien que si on laisse le marché, entre guillemets, c'est-à-dire en fait les groupes financiers, si on laisse les financiers décider des orientations à donner à nos infrastructures économiques, c'est nous qui allons payer. C'est nous qui allons payer, c'est pas eux. Or, il faut que ce soit eux qui payent, pas nous. Donc là aussi, il y a des réponses syndicales. Il y a notamment, je parle dans la plateforme Emploi-Climat, par exemple, qui est une plateforme associative, intersyndicale, etc., qui émet un certain nombre une sorte de scénario, de recommandations pour une transition qui soit positive sur les emplois, aussi bien en nombre qu'en qualité. Et la qualité d'un emploi, c'est fondamental pour un syndicaliste, évidemment. Syndicalement à la CGT, mais dans d'autres organisations syndicales, on a des revendications sur une sorte de sécurité sociale élargie, c'est-à-dire en cas de perte d'emploi, vous conservez votre salaire pendant votre existence. Il y a des réponses. Les réponses existent, c'est leur mise en œuvre qui se heurte à des intérêts très puissants, donc aussi à des actions de lobbying, etc. Et c'est à ça qu'on a affaire chez Vinci notamment. Pour moi, il est nécessaire, alors le temps presse, on parle d'urgence climatique, l'urgence climatique, c'est pas de la blague, c'est pas un slogan, c'est de plus en plus critique, je réemploie à nouveau ce terme-là. J'espère que les habitants des États-Unis vont comprendre aussi que le dérèglement climatique, c'est une réalité au vu de ce qui leur tombe dessus. Et puis maintenant aussi chez nous, on a une fenêtre pour agir, mais agir radicalement, d'une dizaine d'années, pas plus. Or, à titre d'exemple, les actifs pétroliers,
c'est-à-dire les gisements que ces sociétés ont déjà achetés et sont prêtes à explorer, mais ils ont rempli ils ont fait les investissements à une échelle de 50 ans. C'est pas possible de continuer avec ces gens-là. Donc il faut qu'on arrive à les forcer à lâcher la main. Il faut que tous les secteurs stratégiques qui sont justement les secteurs les plus importants pour l'avenir de notre planète passent sous le contrôle des citoyens. On a des discussions sur la nationalisation ou la renationalisation d'un certain nombre de secteurs. Par exemple, chez Vinci, ce qui est récurrent, c'est les autoroutes, hein, le scandale des autoroutes. Là-dessus, on a déjà donné, c'est pareil, hein, il y a déjà eu des nationalisations et on a vu avec quelle facilité les entreprises nationalisées avaient pu être, d'une part, retaillées pour fonctionner comme une entreprise du privé et d'autre part, ensuite, vendues au privé. Donc il faut trouver une réappropriation collective de tous ces secteurs stratégiques qui rendent impossible leur revente dans le privé. Donc ça veut dire qu'au lieu que ce soit l'État tout seul qui contrôle les choses, ça signifie que quand on dit que c'est un contrôle citoyen aussi à la base, à l'échelle, à toutes les échelles. La distribution de l'eau, c'est à l'échelle de la commune, etc. Pour arriver à ça, donc il faut dès aujourd'hui construire un mouvement, un gros mouvement écologiste bien sûr et social. Alors il y a des propositions en ce moment qui se font, c'est-à-dire que l'idée bouge. Voilà, je vois que du côté, notamment à gauche, il y a des idées de Big Bang social économique, il y a des idées de Front populaire, de l'ensemble. Bon, on est en période électorale, ça tire un peu dans tous les sens. Mais il y a quand même cette idée que c'est pas seulement en mettant un bulletin de vote dans une urne qu'on va réussir ça. Parce que le bulletin de vote dans l'urne, on l'a déjà mis plusieurs fois. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont quand même toutes ces grandes entreprises qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Donc il faut à mon avis, il faut qu'on réussisse à faire un mouvement social suffisamment puissant pour imposer les solutions que j'évoquais tout à l'heure. Et donc je terminerai là-dessus, vaincre notre principal handicap, qui est notre morcellement. Le mouvement pour la justice sociale et pour la justice climatique et la préservation de la planète est trop fractionné. Très, très fractionné. On a des histoires, le mouvement syndical a une histoire qui lui est propre, les mouvements écologistes ont une histoire qui leur est propre, plus un certain nombre de mouvements plus récents. Il faut qu'on arrive à se décloisonner pour faire ensemble, pour peser suffisamment ensemble pour aller dans le sens que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est une pratique que nous, on a eu aussi à la CGT Vinci, parce que je peux vous dire que le choc culturel entre les syndicalistes CGT et des zadistes de Notre-Dame-des-Landes, il était quand même assez important. Et bien malgré tout, on l'a très facilement surmonté. Les déclarations qu'on avait faites, c'est l'unanimité de nos syndicats. Elles ont été faites à l'unanimité de nos syndicats. On est allé plusieurs fois sur Notre-Dame-des-Landes avec des gens qu'on n'aurait jamais imaginé qu'ils viennent là. Et tout dépend de la façon dont on organise le mouvement et dont on réussit à se grouper sans être d'accord sur tout. Il faut arrêter de vouloir d'abord se mettre un programme, puis ensuite de rassembler sur le programme. On se rencontre. Le contact humain, c'est le premier point. C'est la force des Gilets jaunes. On se rencontre, on discute, on échange et on construit ensemble ce mouvement sans qu'il y ait... Il faut tout de suite poser les choses claires. Il n'y a pas une seule fraction qui doit avoir le pas sur les autres. On est à égalité. Et ensuite, il ne doit pas y avoir non plus d'exclusion. Alors là, c'est peut-être plus délicat, mais pas d'exclusion sur les moyens d'action. Un thème récurrent, c'est l'usage ou le non-usage de la violence. C'est souvent quelque chose qui divise énormément les mouvements. Bon, sur Notre-Dame-des-Landes, je dirais que la question de la violence était relativement simple, puisque c'était une violence défensive contre des forces militaro-policières considérables.
c'est sur la base de ces principes-là que c'est des principes qui ont été élaborés dans différentes luttes. Donc, je parlais de Notre-Dame-des-Landes, mais dans d'autres luttes aussi, qu'on arrive à construire un mouvement qui soit assez fort d'ici quelques années pour imposer les changements que j'évoquais. Merci.